La séance est ouverte. Avant de commencer, je voudrais vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année qui commence, à vous et à vos familles. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des grands débats. Elles sont un moment central de la vie politique et parlementaire. Les questions au gouvernement sont l'occasion pour les députés d'interroger les ministres sur leurs actions et leurs priorités. Elles ont lieu chaque mardi et chaque mercredi à l'Assemblée nationale, réunie en séance plénière. Alors en ce début janvier, l'ambiance est au rendez-vous. Gabriel Attal, nommé le 9 janvier à Matignon, fait son baptême du feu à l'Assemblée nationale. Le tout jeune Premier ministre est interpellé avec virulence par les oppositions, de droite comme de gauche. Morceau choisi. Monsieur le Premier ministre, la seule question que se posent les Français à la suite de votre nomination à Matignon, c'est est-ce que ça va changer quelque chose pour nous? La France connaît toujours une dette abyssale qui la place au bord de la faillite. Les Français ont de plus en plus de mal à boucler leur fin de mois. Nos frontières sont toujours des passoires. La violence explose. On ne peut plus se faire soigner dans de nombreux départements. Nos EHPAD manquent de tout. Et on a désormais une crise du logement sans précédent, avec des salariés condamnés à dormir dans leur voiture. Vos défis, c'est peu de le dire, sont immenses. Le seul remède, c'est d'agir avec courage, même quand c'est difficile, même quand c'est impopulaire. Nous nous sommes quittés en décembre sur l'adoption de la loi immigration. Elle a suscité une crise qui a fait imploser votre majorité, qui a fait imploser le gouvernement de Madame Borne, notamment sur la question de l'aide médicale d'État. Cette aide sociale, versée au bénéfice de 400 000 clandestins, coûte 1,2 milliard aux Français. Ces mêmes Français à qui vous demandez de contribuer de manière supplémentaire de 50 centimes de plus par boîte de médicaments, ou ces Français à qui vous déremboursez un peu plus les soins dentaires. Votre prédécesseur, Monsieur le Premier ministre, ainsi que le ministre de l'Intérieur, votre ministre de l'Intérieur, s'était engagé devant la représentation nationale à enfin réformer l'AME pour la recentrer sur des soins d'urgence et des soins vitaux. Allez-vous tenir cet engagement? Quand nous présenterez-vous un projet de loi? Je vous remercie, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Marlex. C'est la première fois que je m'exprime dans cet hémicycle en tant que Premier ministre et vous me permettrez de commencer en remerciant le Président de la République pour sa confiance, en remerciant les membres du gouvernement que j'ai proposés et qui ont été nommés de m'accompagner, en remerciant la représentation nationale pour son accueil parmi vous. Monsieur le Président Marlex, en choisissant de me nommer Premier ministre, le Président de la République a choisi de nommer un ministre du précédent gouvernement parfaitement lucide sur la situation que traverse notre pays et les Français. Oui, notre pays traverse de très grands défis, comme le monde. Oui, des Français traversent de très grandes difficultés. Oui, il y a des Français qui doutent, il y a des Français qui souffrent, il y a des Français en colère, des Français qui n'y croient plus. Et je le dis, je ne tomberai jamais dans le fatalisme consistant à penser que les problèmes des Français ne peuvent pas être réglés. Au contraire, parce que nous voyons aussi chaque jour dans notre pays des Français qui innovent, qui investissent, qui travaillent, qui s'engagent dans des associations en solidarité avec les Français, des Français qui cherchent tout simplement à faire progresser notre pays et à répondre aux attentes de leurs concitoyens. Et je suis l'un d'entre eux et les membres de mon gouvernement le sont également. Vous avez posé une question s'agissant de l'immigration, de notre modèle social et de l'aide médicale d'État. Un texte a été débattu au Parlement.
Un texte a été adopté, le Conseil constitutionnel en est saisi et se prononcera prochainement. Dans le cadre de ce texte, un débat a eu lieu sur l'aide médicale d'État. Elisabeth Borne, ma prédécesseur, a effectivement adressé un courrier en prenant un engagement, et cet engagement sera tenu, Monsieur le Président Marlex. J'aurai l'occasion, dans ma déclaration de politique générale, à revenir sur les chantiers à venir, sur la méthode de travail, mais vous l'aurez compris, je souhaite avancer vite, avancer fort sur les préoccupations de nos concitoyens pour permettre à notre pays d'affronter les grands défis qui sont devant lui. Je vous remercie. Votre nomination est le gage de la volonté d'audace et de renouvellement que nous avons toujours incarnée aux yeux des Français. Fidèle à ses valeurs et au projet qui est le nôtre depuis 2017, celui du président de la République, vous avez exprimé votre ambition d'un gouvernement centré sur l'action et les résultats, et ce, au bénéfice de tous les citoyens. Les chantiers, disons-le, sont nombreux. En premier, il y a bien sûr l'école de la République, dont vous avez fait une priorité absolue. Nous pouvons que le saluer, Monsieur le Premier ministre. Mais il y a également le respect de l'autorité et du droit de la sécurité, la défense du pouvoir d'achat et des classes moyennes, la promotion de la valeur travail, oui, la promotion de la valeur travail, la préservation de notre modèle social, la maîtrise de nos finances publiques ou encore l'accélération de la transition écologique. Tous ces défis, il est impératif que nous les relevions ensemble si nous voulons que la France de demain soit fidèle à elle-même, fidèle à son histoire. Dans cette perspective, Monsieur le Premier ministre, comment entendez-vous dérouler votre action pour les mois à venir? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Sylvain Maillard. Quand j'ai été nommé Premier ministre, j'ai eu l'occasion d'indiquer quelles étaient mes grandes priorités. Oui, comme vous, je veux agir pour tous ces Français qui sont toujours au rendez-vous de leurs responsabilités, qui travaillent tous les jours, qui bien souvent se trouvent un peu trop au-dessus pour bénéficier des aides sociales et pas suffisamment haut pour s'en sortir tout seul. C'est à cette France-là, oui, que je veux m'adresser aussi et les accompagner. Oui, Monsieur le Président Maillard, je veux continuer à m'engager pour l'école de la République. J'ai eu l'occasion de fixer un cap, de prendre de premières décisions en tant que ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Ce cap sera évidemment tenu. Nous devons remettre de l'exigence et de l'excellence à tous les étages. L'école n'est pas un tapis roulant sur lequel on se pose et on passe de classe en classe sans vérifier si on a le niveau. Remettre de l'exigence et de l'excellence, c'est ce que nous devons à tous les élèves de France en matière d'égalité des chances. Oui, nous allons agir, et la ministre vient de l'indiquer, sur l'accès aux soins et pour la santé de nos concitoyens, ce qui est une très grande priorité. Oui, nous allons poursuivre notre investissement pour la sécurité de nos concitoyens, pour les droits et devoirs respectés en tout lieu dans la République, pour des familles au rendez-vous de leurs responsabilités et de celles de leurs enfants. Et oui, Monsieur le Président Maillard, nous allons continuer à avancer aussi pour la planification écologique, cet immense chantier de transformation. Et je le dis, les résultats que nous avons obtenus en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre ces derniers mois n'avaient pas été connus dans notre pays auparavant. Nous allons poursuivre. À partir de là, Monsieur le Président Maillard, le Président de la République s'exprimera, vous le savez, ce soir pour affirmer un cap. Il m'appartiendra ensuite de présenter devant la représentation nationale ma déclaration de politique générale. Cette déclaration de politique générale, je souhaite la construire et la nourrir avec l'ensemble des forces politiques représentées dans cet hémicycle et au Sénat. Et donc je recevrai l'ensemble des groupes politiques représentés au Parlement
pour construire avec eux cette déclaration de politique générale. De la même manière, j'échangerai avec les forces syndicales, avec les associations d'élus locaux. Je me déplacerai aussi sur le terrain au contact des Français pour nourrir cette feuille de route. J'ai proposé à la présidente de l'Assemblée nationale qu'en conséquence, la déclaration de politique générale puisse se tenir le 30 janvier prochain dans cet hémicycle, après ce travail de dialogue, de concertation avec l'ensemble de celles et ceux qui sont prêts à s'engager pour relever les défis au service des Français. La parole est à Madame la présidente Panot pour le groupe La France Insoumise. Madame la Présidente, nos pensées se tournent d'abord vers nos compatriotes réunionnais et voisins mauriciens frappés par un cyclone. Nous leur adressons notre entière solidarité. Monsieur le Premier ministre, ceci n'est pas un remaniement, c'est un effondrement. Artisan du malheur des Français depuis bientôt 7 ans, puis Premier ministre depuis 7 jours d'un gouvernement que vous n'avez pas choisi, vous étiez minoritaire en 2023, vous serez minoritaire en 2024. Car il n'a jamais été question de changer de cap, mais de servir la bourgeoisie. Votre arrogance de classe, monsieur le Premier ministre, vous la devez à une géographie exiguë. École alsacienne, Sciences Po, cabinet ministériel. Mais vos ministres sont hués jusque dans le 6e arrondissement de Paris. Les instances internationales s'inquiètent des libertés publiques dans notre pays. La France est condamnée pour une action climatique. Des personnes sans abri meurent gelées dans la 7e puissance mondiale. Le président multiplie les gesticulations quand il ne sabote pas les initiatives qu'il a lui-même inaugurées de la Convention citoyenne aux rencontres de Saint-Denis. Le voilà qui veut renouer le débat avec les Français, qu'il commence par augmenter les salaires, baisser les prix de l'énergie, réquisitionner les logements vides. Monsieur le Premier ministre, vous avez déclaré entrer en politique pour soutenir Ségolène Royal. Vous finissez par recycler les ministres de Nicolas Sarkozy. Ceci n'est pas un remaniement, c'est un effondrement. Vous êtes Premier ministre, mais le monarque républicain gouverne seul. Ce soir, il présentera la politique générale du gouvernement à votre place. Ceci n'est pas un remaniement, c'est un effondrement. Au prix de toutes les compromissions, vous avez adopté une loi immigration avec les voix et les idées de l'extrême droite. Vous êtes le produit d'une faillite morale et idéologique. Pour la première fois de l'histoire, des invertébrés politiques sont au pouvoir. Monsieur le Premier ministre, allez-vous enfin respecter le Parlement? Souhaitez-vous poursuivre l'œuvre de Madame Borne en faisant de la France la risée démocratique ou comptez-vous demander le vote de confiance comme tous les premiers ministres depuis 3 décennies? Merci beaucoup Madame la Présidente. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Panot. Nouvelle année, nouveau Premier ministre, nouveau gouvernement, mais il y a des choses qui ne changent pas. Vous avez posé la question la plus politicienne depuis le début de cette séance de questions au gouvernement. Madame la Présidente Panot, vous choisissez de parler de ma vie, de mon parcours. J'ai vu aussi des expressions sur celles et ceux de membres de mon gouvernement. Moi, je vais vous le dire de manière très claire. Et ça nous différencie manifestement, même si vous tenez souvent des discours qui sont différents. Moi, je ne regarde pas d'où les gens viennent, je regarde où ils veulent aller. Je ne regarde pas les gens pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils font. Je ne me soucierai jamais, en regardant mes ministres, les parlementaires, tous les Français qui veulent agir, de leur couleur de peau, de leurs origines sociales, géographiques. Je ne me soucierai jamais de ces sujets-là. L'important, c'est de vouloir agir pour les Français. Vous avez abordé un sujet dans votre question qui est un sujet important, qui est effectivement celui du froid et de nos concitoyens qui sont sans abri. Évidemment que c'est un sujet, et là je crois que nous pouvons nous rassembler, humainement, socialement, qui nous indigne et pour lequel nous avons tous à cœur d'agir. Et Madame la Présidente Panot, je vous mets au défi de me citer une majorité qui, comme celle-ci, a sorti 550 000 personnes du sans-abrisme en leur permettant d'avoir un logement pérenne, qui a doublé le parc de l'hébergement d'urgence en le portant à 200 000 places. Nous avons doublé les places d'hébergement d'urgence. Encore il y a quelques jours, le gouvernement a annoncé des crédits supplémentaires pour créer des places d'hébergement supplémentaires pour nos concitoyens qui sont en difficulté. Oui, Madame la Présidente, c'est un sujet qui est très difficile, humainement, socialement. C'est un sujet sur lequel nous allons continuer à nous engager par-delà les anathèmes, par-delà les critiques politiciennes, par-delà les blocages et les oppositions de celles et ceux qui ne veulent pas que nous réglions les problèmes des Français.
Cette première séance de questions au gouvernement de l'année est marquée par un autre moment fort. La députée Sandrine Josso fait son retour à l'Assemblée nationale. Elle a été victime d'une soumission chimique commise par le sénateur Joël Guerriau. Elle l'accuse de l'avoir droguée pour tenter d'abuser d'elle. Fait rare, à l'Assemblée nationale, l'ensemble des députés se lèvent sur tous les bancs pour applaudir très longuement la députée. La parole est à Madame Sandrine Josso pour le groupe démocrate. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues. C'est avec beaucoup d'émotion que je reviens parmi vous aujourd'hui. Je tiens à tous vous remercier pour votre soutien et particulièrement vous, Madame la Présidente. Le 14 novembre dernier, je suis allée chez un ami, le cœur léger, pour fêter sa réélection. J'en suis ressortie terrorisée. J'ai découvert un agresseur. Je comprends alors que j'ai été droguée à mon insu. C'est ce qu'on appelle la soumission chimique. Ce fait de société est un fléau qui fait des milliers de victimes, du berceau à l'EHPAD, du bureau à la maison, de la boîte de nuit à la soirée entre amis. Tout se trouve dans votre armoire à pharmacie. 9 fois sur 10, la victime est une femme et dans 70% des cas, elle subira une agression sexuelle. Aujourd'hui, je ne vous parle pas en tant que femme victime, mais en tant que députée de la nation qui s'indigne que ce sujet ne soit pas pris à bras-le-corps. J'en appelle le gouvernement, et plus particulièrement vous, Madame la Ministre. La France est grande quand elle est juste. C'est un slogan des années 90 qui a toute son actualité aujourd'hui. Caroline Darian et le collectif M'endors pas ont interpellé à l'automne dernier les pouvoirs publics pour que la lutte contre la soumission chimique fasse l'objet d'un travail conjoint, car ces violences sont devenues à la fois des questions d'ordre public, de santé, de justice et d'éducation. Alors, Madame la Ministre, que répondez-vous à leur cri du cœur? Seriez-vous d'accord pour mettre les moyens de l'État au service du combat contre ce phénomène, pour mieux le cerner et enfin trouver le moyen de sortir toutes les victimes de l'oubli? Je compte sur vous. Merci beaucoup, Madame la députée. Merci beaucoup. La parole est à Madame Aurore Bergé, ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre la discrimination. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée. Et permettez-moi de vous dire, chère Sandrine, merci. Merci pour votre courage d'abord, le courage de vous lever dans cet hémicycle et le courage de parler, le courage de témoigner et de vous exposer, le courage surtout de faire de ce combat non pas juste le vôtre, mais celui qui doit être celui de toute notre société, car c'est désormais un combat dont vous vous êtes emparés et un combat dont vous voyez que l'ensemble de cet hémicycle s'est emparé. Les droits des femmes, vous le savez, nous le savons, méritent des combattants et des combattantes. Je crois que vous êtes résolument une de ces combattantes. La question que vous soulevez de la soumission chimique est un sujet qui ne mérite nulle polémique, mais qui mérite une mobilisation de la société tout entière. Pendant trop longtemps, nous avons cru que la soumission chimique, c'était uniquement ce qui pouvait arriver au détour d'une soirée. C'était du GHB versé dans un verre. Ce que vous avez traversé, ce que Caroline Darian, au travers de sa mère, a traversé, c'est que ça peut arriver dans la plus parfaite intimité. Ça peut être un compagnon,
ça peut être un conjoint, ça peut être un parent, ça peut être prétendument un ami. La loi a changé. La loi a changé, le garde des Sceaux en est le garant, de manière à ce que justement, évidemment, toutes les victimes soient considérées, car depuis la loi de 2018, c'est bien un fait aggravant pour la question du viol et c'est même devenu un délit à part entière. Mais oui, nous devons aller plus loin. Aller plus loin pour mobiliser l'ensemble de la société, aller plus loin pour mieux former, aller plus loin pour mieux accompagner les victimes, parce que nous le savons, les dégâts qui existent, psychologiques notamment, peuvent perdurer des semaines, des mois, voire des années après, au travers de l'amnésie et de l'amnésie traumatique. Pendant trop longtemps, nous n'avons pas écouté les femmes lorsqu'elles parlaient. Aujourd'hui, la société les écoute. Non seulement nous les écoutons, mais nous leur disons que nous les croyons et que nous sommes à leur côté. Merci beaucoup, Madame la Ministre. En ce mois de janvier, la colère des agriculteurs gronde. Ils ont installé des barrages un peu partout en France et un convoi se dirige vers la capitale. Les revendications sont multiples. Ils dénoncent des normes européennes trop contraignantes ou encore des revenus trop faibles par rapport à la grande distribution. Ce 23 janvier, la colère agricole s'invite en séance publique. Aujourd'hui, au petit matin, une jeune femme, une jeune agricultrice, a perdu la vie en s'engageant pour ses droits de vivre, pour ses droits à nous nourrir. Son mari, sa fille sont dans un état de santé extrêmement grave. L'émotion est vive. Aujourd'hui, même si j'ai des pudeurs à le dire, je veux redire mon attachement. Je voudrais vous dire simplement que je suis paysan, mais que nous pouvons dire aujourd'hui que nous sommes tous paysans. Ce drame nous oblige, il nous oblige à la dignité, au refus de la démagogie, de toutes les démagogies. Le groupe socialiste, à travers moi, aujourd'hui, réaffirme 3 choses très claires. La prospérité de l'agriculture française s'est faite dans le cadre de l'Union européenne. Et c'est par l'Union européenne que nous retrouverons la prospérité de l'agriculture française. La deuxième affirmation est que nous refuserons toujours, même si ce n'est pas populaire, d'opposer écologie et économie, car notre souveraineté alimentaire dépend de la santé du vivant. Et enfin, troisième affirmation, que je crois est partagée. Nous ne réussirons pas à gagner le pouvoir d'achat de nos concitoyens au prix de la destruction des emplois industriels et agricoles, mais par le partage de la valeur. Les normes devront toujours être ajustées, elles devront toujours être appliquées avec humanité, mais ne nous trompons pas d'adversaire. Aujourd'hui, ce qui est la cause de la souffrance du monde paysan, ce sont les dérégulations, les concurrences déloyales, les expressions les plus néfastes du libéralisme. Nous formulons à cet instant 5 propositions. La première est l'application immédiate de la loi Egalim et la remise en cause de l'oligarchie de la grande distribution. La deuxième est que toutes les transitions, celles du GNR, celles des engrais, des systèmes... Mon cher collègue, je suis désolée, vous êtes déjà largement au-delà de votre temps. Et il y a 5 propositions, je pense que ça va beaucoup trop déborder. Désolée. La parole est à monsieur Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Je voudrais m'associer aux mots que vous avez eus pour cette jeune agricultrice décédée ce matin aux environs de 6 heures. Finalement, et au fond, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle défendait son métier, son travail, la dignité de son métier et les difficultés et les colères qui s'expriment aujourd'hui partout en France autour du monde agricole. Je voudrais dire que je partage les 3 points que vous avez évoqués. Le premier point, c'est d'abord d'un point de vue général, je pense qu'il faut qu'on cède dans ces cas-là, quand il y a cette colère et quand il y a des drames humains comme ceux qu'on vient de vivre, ne céder à aucune démagogie et à aucune facilité. La facilité et la démagogie, c'est la pire des choses quand il y a des crises comme celle-là. Le deuxième sujet que je voulais évoquer, vous avez raison, ne cherchons pas des boucs émissaires où ils ne sont pas toujours au niveau européen. Il n'empêche que nous devons travailler aussi au niveau européen à regarder comment dans les normes, dans la PAC, dans les accords internationaux, dans les clauses miroirs, on met bien en adéquation les nécessaires transitions et en même temps la volonté de souveraineté.
Deuxième élément, il faut qu'on conjugue transition et équilibre économique. Et reconnaissons que depuis 20 ou 25 ans, on a mal conjugué ces choses-là. Alors vous faites état de la concurrence extérieure qui se crée à l'Union européenne, mais aussi les concurrences intérieures qu'on a créées par des surtranspositions. Et il faut en lucidité se dire qu'il y a des surtranspositions qui ont mis les agriculteurs français en situation de risque et de déloyauté de concurrence par rapport à leurs collègues européens. Et ça aussi, ça nourrit une colère européenne que vous ne voulez pas et que nous ne voulons pas non plus. Et il me semble qu'on a besoin de travailler. Et puis vous avez parlé du troisième point, mais il y aura d'autres questions. C'est la question de la répartition de la valeur. Nous avons posé sur la table la question d'Egalim. Nous sommes le gouvernement qui a, à plusieurs reprises, au travers de différentes lois, posé la question de la répartition de la valeur. C'est ça sur lequel nous devons être au rendez-vous. C'est le sens des contrôles que nous allons exercer pour faire en sorte que la lettre, mais aussi que l'esprit de la loi soit au rendez-vous dans les semaines et dans les mois qui viennent. Madame Marie Pochon pour le groupe écologiste. Merci Madame la Présidente. Je voudrais d'abord réaffirmer toute ma solidarité aux proches de l'agricultrice décédée ce matin en Ariège. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture. Monsieur le ministre, partout dans notre pays, la révolte gronde. Une révolte qui jusque-là couvait, loin de votre ministère, davantage habitué à recevoir les capitaines d'industrie. Les agriculteurs dénoncent un modèle qui ne fonctionne pas et l'impossibilité de vivre de leur métier. Les écologistes sont solidaires de leur lutte pour vivre dignement. Monsieur le ministre, depuis 30 ans, ceux qui nous gouvernent ont choisi de placer notre modèle agricole sur la voie de l'industrialisation, de la compétitivité à outrance et du libre-échange dérégulé. Allez. Un peu de silence, s'il vous plaît. Laissez Madame Pochon poser sa question. Et si vous souhaitez que le ministre y réponde, il faudrait d'abord qu'il puisse l'entendre. Madame Pochon, continuez. Résultat, des inégalités immenses, avec 20% des fermes qui captent plus de la moitié des aides européennes. Un agriculteur sur 5 qui vit sous le seuil de pauvreté. 100 000 fermes qui ont disparu en 10 ans. On entend qu'il faudrait simplifier les normes, accélérer les procédures au nom de la sacro-sainte compétitivité. Mais est-ce qu'on veut vraiment être compétitif avec les fermes usines brésiliennes qui détruisent l'Amazonie? Cessons cette mise en concurrence qui ne fait que les affaires des grandes multinationales, qui fait disparaître les paysans et détruit les conditions mêmes de notre capacité à produire ici. Oui, chers collègues, l'agriculture n'est rien sans écologie. Les agriculteurs le savent, eux qui voient la disparition des pollinisateurs et les impacts des changements climatiques, eux qui s'adaptent tant bien que mal à vos injonctions contradictoires. Monsieur le ministre, vous ne pouvez pas demander en même temps à nos agriculteurs l'excellence sans aucun moyen, tout en leur imposant de produire à bas coût pour être compétitifs face au marché mondial. Vous ne pouvez pas en même temps laisser les prix agricoles s'effondrer et refuser d'encadrer les surprofits de l'agro-industrie, qui ont vu l'an dernier leurs profits bruts doubler de 3 à 7 milliards. Ce en quoi nous croyons, monsieur le ministre, c'est en la protection de l'excellence agricole française et européenne, celle qui garantit des revenus, celle qui nourrit notre pays, celle qui préserve notre capacité à produire demain, celle qui nous rend fiers. Monsieur le ministre, allez-vous enfin protéger les agriculteurs face à ce libéralisme débridé, ou préférez-vous continuer à garantir les profits monstres de l'agrobusiness? Je vous remercie. La parole est à Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture. Mesdames et messieurs les députés, Madame la Présidente, Madame Pochon, mal nommer les choses ou mal nommer les problèmes, c'est ajouter au malheur du monde. Il y a un certain nombre de sujets, sur lesquels vous avez raison, et c'est tout le sens de l'engagement qui a été le nôtre. Nous n'avons pas encore assez abouti, des mesures miroirs et d'avoir des accords internationaux qui respectent des standards et des normes qui correspondent plus à ceux des standards et des normes européennes. Mais allons au fait. L'accord sur le Mercosur, qui s'y oppose? C'est la France. L'accord sur l'Australie, qui s'y était opposé? C'est la France. Et donc, il faut aussi juger sur les actes. Et nous avons besoin aussi, parce qu'il faut le dire, dans le commerce international, de faire valoir ce qui est notre valeur, notre excellence, notre capacité productive. 50% de nos céréales sont exportées hors du sol français. Une grande partie de notre lait. Une grande partie de nos fromages. Et donc, il ne faut pas renoncer à notre capacité exportatrice. C'est pour ça que nous avons besoin de travailler sur notre compétitivité et c'est pour ça que nous avons besoin de travailler sur les questions des normes. Pardon, Madame Pochon, je suis d'accord avec vous sur l'idée qu'il faut qu'on arrive à conjuguer l'un et l'autre. Mais quand vous demandez à un agriculteur, en termes d'élevage, d'agrandir son bâtiment, parce qu'il faut améliorer les conditions de bien-être et qu'il a 50 procédures pour le faire, comment vous lui expliquez ça? Quand vous demandez à un éleveur, quand vous demandez à un éleveur, et nous avons travaillé sur le sujet, c'est un point de désaccord, de conjuguer le pastoralisme et en même temps de dire on ne fait rien sur la population de loups.
Vous avez un problème. Et nous avons avancé sur le sujet. Et vous n'étiez pas d'accord avec nous. Oui, nous avons besoin de réviser le statut de l'espèce. Et c'est ce que nous avons fait, puisqu'il y aura une décision européenne. Et c'est ça que nous avons besoin de faire. De ne pas être aveugles au problème pour pouvoir conjuguer l'écologie et les questions de souveraineté. Sinon, nous n'y arriverons pas. C'est pour ça qu'on a besoin de bien nommer les choses et de bien apporter les réponses. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Ma question s'adresse au Premier ministre. Je voudrais commencer par rendre hommage à cette agricultrice tuée ce matin par un chauffard lors d'une manifestation d'agriculteurs dans l'Ariège. Monsieur le Premier ministre, depuis plusieurs semaines, les agriculteurs manifestent leur ras-le-bol de votre politique totalement incohérente qui consiste à leur imposer toujours plus de normes tout en les mettant en concurrence avec la terre entière. Nous vous alertons depuis des mois sur cette France rurale et du travail qui n'en peut plus. Et malgré nos mises en garde, vous avez voté le traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, qui va faire venir des milliers de tonnes de viande et de lait et dont la production ne respecte aucune des normes imposées à nos agriculteurs. Vous continuez à soutenir Farm to Fork, cette feuille de route européenne d'une écologie punitive et de décroissance agricole dictée par les pires écologistes d'extrême gauche. Au mois de décembre, et malgré notre ferme opposition, vous avez fait voter une augmentation de la fiscalité sur le GNR, alors que l'agriculture française est déjà asphyxiée par les charges. Alors que nos agriculteurs sont à l'agonie, vous essayez de gagner du temps par vos concertations stériles et la promesse d'une loi d'orientation agricole dont la vacuité ne réglera aucun des problèmes des agriculteurs. Monsieur le Premier ministre, cessez votre enfumage et répondez à ces 3 questions essentielles. Allez-vous revenir sur l'augmentation de la fiscalité sur le GNR? Allez-vous dénoncer le traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande et abandonner les négociations avec le Mercosur? Allez-vous mettre fin à l'écologie punitive et à la stratégie Farm to Fork que vous avez votée au Parlement européen avec les écologistes? Répondez à ces 3 questions, tout le reste n'est que bavardage. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député de Fournas, on n'est jamais surpris avec vous. Vous n'êtes jamais en retard d'une démagogie ou d'une récupération. Alors oui, nous avons des problèmes. Oui, nous avons besoin qu'au travers des normes, le Premier ministre vient de le dire, au travers de la simplification, au travers de la compétitivité, nous travaillons pour les agriculteurs. Vous êtes un élu qui connaît son territoire, vous êtes un élu de Gironde. Les viticulteurs de Gironde, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de compétitivité. Ils ont besoin qu'on les accompagne, on l'a fait par la distillation en 2023, 200 millions d'euros. Ils ont besoin, vous savez quoi? Ils ont besoin d'échanges commerciaux. Parce que si le Bordeaux ne s'exporte pas, vous m'expliquerez comment il continuera à y avoir une viticulture en Gironde. Et donc, ils ont besoin qu'on leur dise les grands enjeux, de les accompagner dans la compétitivité et pas de les enfermer dans l'autarcie qui, au fond, les condamne à disparaître. C'est ça sur lequel on a besoin de travailler. Enfin, je veux répondre sur la question du GNR. Nous avions mis en place, avec Bruno Le Maire, un mécanisme qui était un mécanisme de baisse de l'avantage fiscal, 70 millions sur 1,3 milliard, avec des compensations fiscales qui permettent de compenser à l'euro, d'un point de vue global, ces compensations. Il s'avère, laissez-moi finir, il s'avère, et c'est ce que disent aussi les manifestants, que sur les territoires, ça ne se repartit pas forcément de façon homogène. Je l'ai dit, mais je l'ai dit, et donc on est en train de travailler, de regarder avec les organisations professionnelles comment les choses peuvent s'équilibrer et comment on peut à la fois avoir une trajectoire sur la fiscalité et en même temps avoir une trajectoire qui soit bien répartie sur l'ensemble des territoires et qui corresponde à l'ensemble des besoins des agriculteurs. C'est ça ce qu'il faut, monsieur de Fournas, c'est leur dire la vérité, c'est répondre à leurs problèmes. Je prends ma part des choses, je prends ma part et chacun doit prendre sa part des choses qui n'ont pas été faites. Mais il me semble qu'on a besoin d'accélérer et si vous pouviez sortir de la démagogie, peut-être qu'on avancerait au service de l'agriculture. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Monsieur le ministre, vous n'êtes pas agriculteur, moi je suis viticulteur. Et mon père qui a 62 ans et qui est aussi viticulteur ne se paye plus depuis plus d'1 an. Alors arrêtez avec vos accusations. Le vide sidéral de votre réponse est l'aveu de votre impuissance. Beaucoup. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture.
Je m'adresse à vous en tant que député de l'Ariège, une Ariège meurtrie en ce jour sombre. Ce matin, à Pamiers, Alexandra, jeune agricultrice de 35 ans, a été fauchée alors qu'elle manifestait pacifiquement avec sa famille et les agriculteurs ariégeois. Ils étaient présents sur ce barrage pour exprimer leur colère et leur incompréhension contre un système qui abandonne nos paysans. Son mari et sa fille sont très grièvement blessés. Toutes mes pensées vont à eux et j'adresse toutes mes condoléances à la famille, aux proches et à l'ensemble du monde paysan qui est endeuillé aujourd'hui. J'associe mon collègue député de l'Ariège, Laurent Pagny-Fous, qui est actuellement en place aux côtés des agriculteurs. Cette terrible nouvelle nous bouleverse et tous ici nous avons à y répondre. Depuis plusieurs mois, la colère des agriculteurs éclate au grand jour. Ce n'est pas une colère épisodique, mais le résultat d'années de conditions de vie inacceptables. Nos agriculteurs se sentent abandonnés, stigmatisés, caricaturés, mal aimés. Leur colère est multifactorielle. Augmentation des matières premières et de l'énergie, augmentation de la taxe sur le GNR, des tâches administratives toujours plus contraignantes sans être accompagnées. Les retards des versements de la PAC sont devenus la règle en Ariège. Les demandes d'aide au titre de l'éco-régime ont été faites depuis plus de 2 mois, mais les versements n'interviennent toujours pas. Malgré les promesses, les lois Egalim 1 et 2 ne sont toujours pas appliquées. Faut-il rappeler que certains travaillent jusqu'à 80 heures par semaine sans disposer pour autant de revenus décents. Qui d'autre accepterait de travailler dans ces conditions? Alors, Monsieur le ministre de l'Agriculture, je vous le demande solennellement, combien d'autres drames, suicides ou accidents faudra-t-il pour qu'enfin nos agricultures soient entendues? Monsieur le ministre de l'Agriculture, prenez la mesure du désarroi, du découragement et de la colère du monde agricole. Venez les rencontrer, venez en Occitanie. Il n'est plus temps d'attendre. L'agriculture doit désormais être déclarée priorité nationale. Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Froger, je voudrais vous remercier de votre question et de la dignité de votre question, parce qu'au fond, les problèmes que vous posez, dans le drame que vous avez vécu dans l'Ariège, sont réels. Je voudrais d'abord m'incliner devant la mémoire de cette jeune agricultrice. Elle avait 37 ans. Elle défendait son métier pacifiquement sur un endroit où il s'était organisé. L'enquête et la justice diront ce qu'il en est de manifestement de ce qui est cet accident, mais je voudrais m'associer à la fois à la peine de sa famille, à la peine des agriculteurs de l'Ariège et à la peine de toute la nation face à ce qui est un drame inconcevable quand on veut défendre son métier. Deuxième élément de réponse, je me rendrai dans les minutes qui viennent, je pars en Ariège pour aller à la rencontre et témoigner dans ce moment de deuil et d'émotion du soutien de la nation et du soutien du gouvernement, du Premier ministre, du Président de la République dans ce territoire endeuillé qui reconnaît de nombreuses difficultés. Je me souviens d'un déplacement que j'ai fait, vous étiez à mes côtés, nous avions évoqué un certain nombre de sujets, je pense en particulier en Ariège au sujet de la prédation qui nourrit beaucoup de querelles et beaucoup d'incompréhension dans le monde agricole et sur lequel il faudra bien qu'un jour ou l'autre, comme on l'a fait sur le loup, on puisse avancer. Et donc nous serons à vos côtés sur ces sujets-là. Vous avez raison, ils ont besoin de reconnaissance, ils ont besoin que dans des territoires comme cela, on puisse reconnaître les spécificités, les handicaps particuliers qu'ils connaissent, soit d'accès à l'eau, soit les handicaps liés aux zones de montagne. Ils ont besoin qu'on reconnaisse ces systèmes de petites exploitations de polyculture élevage qui ont besoin de se diversifier, mais qui ont besoin d'accès à l'eau pour un certain nombre d'entre eux et qui ont besoin d'être accompagnés dans les transitions. C'est le sens d'ailleurs des fonds de transition que nous mettons sur la table. Et donc je me rendrai donc en Ariège, je me rendrai prochainement aussi en Occitanie pour d'autres sujets. C'est une région qui est particulièrement en souffrance. En tout cas, je vais m'y rendre et cet après-midi et le travail que nous ferons dans les semaines suivantes en n'oubliant pas cette jeune femme et en n'oubliant pas le combat qu'elle menait, parce que c'est notre combat à tous. Les questions au gouvernement sont l'occasion pour les députés de relayer les préoccupations concrètes, les préoccupations de la vie quotidienne. Fin janvier, un sujet explosif est à la une, le prix de l'électricité, alors qu'une hausse générale des tarifs est annoncée. La question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Mercredi dernier, lors de sa conférence de presse, le président de la République a longuement évoqué nos compatriotes qui gagnent déjà trop pour être aidés et pas assez pour bien vivre, la France populaire, la France des classes moyennes, celle qui dit quand vous proposez quelque chose, ce n'est jamais pour moi, et pourtant c'est celle qui tient le pays.
Le constat est juste, mais il aura fallu 7 ans au président pour comprendre le drame que connaît notre pays. L'impossibilité pour les Français qui travaillent dur de vivre correctement, de faire vivre décemment leur famille grâce aux revenus de leur travail. 7 ans pour se rendre compte que dans notre pays, il y a des millions de Français qui ne vivent pas mieux en travaillant que s'ils restaient à la maison. 7 ans d'aveuglement et bien souvent de mépris pour la majorité silencieuse. Ces Français qui tiennent le pays sont assommés par l'inflation galopante. Chacun s'en rend compte en remplissant son caddie de course ou son réservoir de carburant. Les produits de grande consommation alimentaire, ces produits essentiels, ont augmenté de 24,8% depuis janvier 2022, comme le révèle l'UFC Que Choisir. Et ce n'est pas fini, car en ce début d'année, le gouvernement a décidé d'aggraver les choses avec une nouvelle taxe infligée aux Français, la hausse de 9,8% du prix de l'électricité. Lorsque l'on gouverne, il y a la parole, mais il y a surtout les actes. Vous prétendez vouloir protéger les classes moyennes. Dans les faits, vous réinstaurez la taxe sur la consommation finale de l'électricité. Alors que les Français n'ont jamais été autant en difficulté, alors que les Français ont multiplié les efforts pour diminuer leur consommation électrique, leurs factures énergétiques n'auront jamais été aussi élevées. C'est le résultat de décisions politiques graves, celles de votre gouvernement. Alors, Monsieur le Ministre, comptez-vous enfin prendre conscience des difficultés de ces millions de Français? Êtes-vous prêt à annuler cette hausse scandaleuse du prix de l'électricité? Qu'allez-vous faire concrètement pour améliorer le pouvoir d'achat des Français et pour passer de la parole aux actes? Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à madame Prisca Thévenot, ministre en charge du renouveau démocratique et porte-parole du gouvernement. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, pour répondre à votre question, le ministre de l'économie est en déplacement avec le président de la République. Cet agenda a été connu de tous et donc je me permets de le rappeler ici et de vous répondre sur ce sujet extrêmement important si vous le permettez. Dès le début de la crise avec la majorité présidentielle, nous avons protégé les Français avec la mise en place d'un bouclier tarifaire pour éviter justement aux Français une hausse massive de factures qu'ont connues tous nos voisins européens en 2022 et en 2023. Sans l'action du gouvernement, le tarif réglementé de vente d'électricité aurait doublé. L'État a pris en charge de façon assez évidente plus de la moitié de la facture des Français. Et nous continuons à agir massivement sur le prix de l'électricité en 2024, avec le maintien de la taxe sur l'électricité en dessous de son niveau de pré-crise, avec le maintien du chèque énergie pour les ménages les plus fragiles, avec le maintien de l'amortisseur électricité, du plafond du prix pour les TPE et des aides pour les entreprises ayant signé des contrats au pire moment de la crise. Nous agissons aussi sur le long terme pour que les prix restent durablement les moins chers en Europe, comme c'est le cas aujourd'hui avec la relance de la production nucléaire, la hausse de la production renouvelable, le plan sobriété, la réforme du marché européen de l'électricité. Je vois que visiblement ces sujets ne vous intéressent que trop peu. Je viens de répondre à votre question qui visiblement ne vous intéresse pas, mais peut-être aviez-vous une question pour vos collègues sénateurs qui sont majoritairement là-bas de votre famille politique. Peut-être pourriez-vous les interroger sur la raison pour laquelle ils ont demandé lors du projet de loi de finances de rétablir massivement et brutalement la fin du bouclier tarifaire et nous serions au 1er février avec cet amendement qui a été rejeté à pas 8% d'augmentation mais bien 15% d'augmentation. Désolée de ne pas avoir pu être plus entendue, mais je pense que la prochaine fois, ça sera important. Merci Madame la Ministre. Monsieur Boucard. Merci la Présidente. 10% d'augmentation d'électricité, 1,14% d'augmentation du SMIC. Voilà vos actions pour la France qui travaille. Je vous remercie. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Celui-ci a annoncé ce dimanche une hausse des tarifs réglementés de vente d'électricité au 1er février de plus 8,6% pour le tarif de base à plus 9,8% pour les usagers en heure creuse, alors même que les prix de gros de l'électricité ont baissé de 30% sur le dernier semestre. Cette augmentation tient de la seule volonté de votre gouvernement qui a décidé de relever la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité. Depuis 2022, les Français ont vu leur facture d'électricité flamber de 43%. 43%. Alors que l'électricité consommée en France, très largement décarbonée et quoi qu'on en dise, peu dépendante des aléas géopolitiques qui affectent les cours des énergies fossiles. Tandis que 12 millions de nos concitoyens sont déjà confrontés à la précarité énergétique, cette nouvelle hausse relève du racket pur et simple.
Les récents travaux réalisés par le Conseil social et économique central d'EDF démontrent qu'une réforme du calcul des tarifs réglementés reprenant simplement les principes de péréquation tarifaire et d'empilement des coûts de production permettrait à elle seule de réduire les factures des usagers de 20%, tout en finançant les 6 nouvelles tranches EPR que vous appelez de vos vœux ou des investissements massifs d'amélioration des performances énergétiques de l'habitat que j'appelle des miens. L'échec de la libéralisation du marché européen de l'énergie est patent. Sa réforme, actée le 17 octobre, n'y changera rien. Alors, Monsieur le Ministre, je vous demande, avec mon groupe et au nom des millions de Français qui se serrent déjà la ceinture, de renoncer à cette hausse irresponsable et d'engager le chantier d'une reprise en main publique de ce bien vital. Je vous remercie. Merci beaucoup, mon cher collègue. C'est parfait. La parole est à Madame Prisca Thévenot, porte-parole du gouvernement et ministre en charge du renouveau démocratique. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Bénard, tout d'abord, permettez-moi de saluer votre arrivée et de vous souhaiter la bienvenue dans cette belle institution, dans ce bel hémicycle, où nous avons plaisir à débattre toujours des idées et à faire avancer le débat politique et public pour effectivement non pas quelques égaux chagrins, mais bien pour les Françaises et les Français sur des sujets majeurs dont je vous remercie. Vous parlez aujourd'hui essentiellement, il s'agit en d'autres termes du pouvoir d'achat. Car oui, le pouvoir d'achat est un enjeu de préoccupation et un défi auquel la majorité présidentielle et le gouvernement s'attachent à répondre avec un certain nombre de mesures qui ont été mises en place, notamment dès le nouveau quinquennat qui s'est ouvert en 2022 avec le vote du pacte pouvoir d'achat, la revalorisation des retraites, mais également la suppression d'un certain nombre de taxes, comme la poursuite de la suppression de la taxe d'habitation, la suppression de la redevance audiovisuelle, la baisse de la pression fiscale, notamment sur les premières tranches de l'impôt sur le revenu. Enfin bref, la liste pourrait être longue, mais cela, je tiens à vous le dire, parce que vous n'avez peut-être pas l'historique, tout cela a été permis grâce à cette majorité présidentielle. Parce que oui, nous avons permis de faire voter ces mesures concrètes pour le pouvoir d'achat des Français, malgré un certain nombre d'autres députés. Et je tiens à vous le dire aussi, attention, certains de vos collègues ici sur ces bancs n'ont de gauche que leur place dans l'hémicycle. Autre thème central en ce début d'année, l'école. Le sujet donne lieu à un échange au vitriol entre majorité et opposition. Les députés s'interrogent aussi sur le maintien de classes en zone rurale, alors que se dessine peu à peu la carte scolaire pour la rentrée 2024. Madame la ministre, dans le Cher, mais aussi dans de nombreux autres territoires ruraux partout en France, les directeurs académiques s'apprêtent à fermer des classes rurales par dizaines dans des proportions inédites. Nous regrettons que trop souvent, en lieu et place de la concertation nécessaire sur l'avenir de nos écoles en ruralité, il n'y ait que le déploiement d'un processus de concentration des moyens dans les plus grandes communes. Cette concentration sans concertation, elle se fait au détriment de la cohérence avec les politiques publiques en faveur de la ruralité portées par les autres acteurs de l'État. Dans le Cher, l'inspection académique veut fermer là où les élus ont investi dans la rénovation de leurs écoles, là où l'on ouvre avec le ministère de l'Intérieur des gendarmeries, là où l'on crée des accueils périscolaires, là où sont scolarisés les enfants de nos agriculteurs. Comment croire que c'est en fermant des classes que l'on combattra la perte démographique de beaucoup de nos communes rurales ? Il est urgent de changer la logique dans l'approche de la fermeture des classes dans les territoires. Où est l'égalité quand le même chiffre de 15 élèves est l'objectif à atteindre dans les écoles de banlieue et l'arrêt de mort de nos classes en ruralité? Ça fait des années que nous demandons à revoir la carte de l'éducation prioritaire pour qu'elle puisse prendre enfin en compte la ruralité et ses spécificités. Il nous faut faire une pause dans le vaste transfert de moyens de nos campagnes vers les villes et se donner la possibilité de réfléchir sereinement au futur de nos écoles en ruralité. Pour moi, qui suis un enfant de la campagne, un élu de la ruralité, qui ai mes enfants dans l'école publique de mon village, ces classes ne sont pas des lignes dans un tableur Excel. C'est la France de demain. C'est une question d'aménagement du territoire, c'est la vie de nos enfants. Madame la ministre, quel avenir souhaitez-vous dessiner pour nos écoles rurales? Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Madame Amélie Oudéa-Castéra, ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse, des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Kervran, votre question est cruciale car elle aborde le double sujet de l'égalité des chances et de l'équité entre les territoires. L'école rurale, elle se caractérise par une bonne performance scolaire des élèves, mais leur ambition scolaire et d'orientation après le collège peut paraître parfois moins soutenue qu'en milieu urbain et périurbain. On a accéléré d'ores et déjà sur le sujet dans le cadre du plan France Ruralité, avec 3 décisions fortes qui ont été prises. La première, donner une meilleure visibilité sur 3 ans aux évolutions de la carte scolaire en prenant bien en compte tous les secteurs ruraux avec le bon niveau de maillage et de lecture. Deuxièmement, installer dans tous les départements une instance de dialogue et de concertation qui est coprécisée par le préfet et le DAZEN et qui réunit des représentants des associations des maires ruraux, des maires et le conseil départemental. Pourquoi ? Pour partager les informations et conduire les analyses collégiales. Troisième décision, soutenir les territoires éducatifs ruraux qui permettent de renforcer la prise en charge pédagogique et éducative de nos enfants. Concernant les décisions qui doivent être prises dans les prochains jours au sujet de la carte scolaire, si dans certains départements des concertations complémentaires s'avèrent nécessaires, je m'y engage, elles seront menées sous l'autorité des DAZEN et des préfets. Notre école, elle doit être la même pour tous et elle a évidemment un avenir tout particulier dans nos ruralités. Elle a une place essentielle à y jouer et je m'y engage devant vous. Je ferai de la place de l'école dans nos ruralités l'une de mes priorités au sein de ce ministère. Je vous remercie. Vous avez promis d'apporter la cause de l'école à Matignon. Mais de quelle école parlez-vous? Celle de l'école publique, gratuite, laïque et obligatoire, ou celle de l'école payante, réservée à une caste et au beau quartier? Celle de la mixité sociale ou celle de la ségrégation scolaire? Celle de la laïcité qui s'impose ou celle des cours religieux imposés? Celle de l'égalité entre les sexes ou celle des classes pour les filles et des classes pour les garçons? Celle de l'éducation civique et de l'éducation à la vie sexuelle ou celle qui prône des discours sexistes et des discours homophobes? Celle de l'émancipation des élèves ou celle de l'uniforme obligatoire? Celle de l'éducation populaire ou celle du service national universel d'endoctrinement de la jeunesse? Celle du libre choix de son orientation ou celle de Parcoursup contourné? Celle d'un enseignant devant chaque classe ou celle à laquelle on supprime 6500 postes depuis 2017? Monsieur le Premier ministre, la colère gronde. Dans le Finistère, en Isère, dans le Puy-de-Dôme ou dans le Calvados, des classes des écoles ferment. Les dotations horaires, en Seine-Saint-Denis aussi, sont réduites à peau de chagrin. Partout, en France, les revendications sont les mêmes. Aujourd'hui, comme jeudi dernier, des dizaines de milliers d'enseignants sont dans la rue et scandent en chœur: Amélie Oudéa-Castéra, démission. Amélie Oudéa-Castéra, démission. Monsieur le Premier ministre, écoutez-les pour une fois. Merci. La parole est à Madame Amélie Oudéa-Castéra, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Monsieur le député de la Porte, opposer l'école publique à l'école privée, c'est vraiment une guerre d'un autre âge. Et qu'il est juste hors de question de raviver. Depuis la loi Debré de 59, sous la présidence du général de Gaulle, les unes cohabitent avec les autres. Liberté de l'enseignement et qualité du service public de l'éducation. 50% des familles ont fait le choix à un moment ou à un autre de mettre au moins un de leurs enfants dans l'école privée. Mais ce que je veux vous exprimer, c'est la volonté qui est la nôtre, illustrée par la mobilisation de 60 effectifs d'inspection supplémentaires pour nous assurer que l'école privée est au rendez-vous de ses obligations en matière pédagogique, en matière financière, en matière administrative, sur le plan du respect des valeurs de la République et tout particulièrement de la laïcité
laïcité, mais aussi, monsieur le député, en matière de mixité sociale et scolaire, où le secrétariat général de l'enseignement catholique a pris des engagements vis-à-vis de nous, dont nous nous assurerons de la bonne mise en œuvre. Ça veut dire un meilleur suivi sur les conditions d'accès aux établissements privés. Ça veut dire plus de transparence sur ces conditions d'accès. Ça veut dire une amélioration du taux de boursiers. C'est tout ce dispositif-là dont nous voulons nous assurer de l'effective mise en œuvre, parce que nous voulons faire réussir toutes les écoles de ce pays. Donc ce protocole qui date de mai 2023, assorti de moyens spécifiques, nous ferons en sorte qu'il y ait le bon niveau d'exigence. L'école privée mérite des moyens, ni plus ni moins que la juste allocation que le niveau d'élèves qui y sont scolarisés, à savoir 17% dans notre pays, avec une prise en compte de l'indice de position sociale des établissements, requiert. Faire réussir tous les élèves de notre pays, toutes les écoles de notre pays. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Monsieur Delaporte. Madame la Ministre, la guerre scolaire, c'est vous qui la ravivez. Ce n'est pas nous, c'est vous qui employez ces termes, c'est vous qui refusez de vous expliquer, c'est vous qui refusez de démissionner, c'est vous qui n'assumez pas, c'est vous qui insultez les enseignants, c'est votre bilan, c'est celui de votre gouvernement. Maintenant, écoutez les enseignants. Merci. Voilà pour les moments marquants de ces questions au gouvernement hiver 2024. Ainsi se termine ce numéro des grands débats. On se retrouve très vite sur LCP pour voir ou revoir une autre séance parlementaire.